Alors, pendant que les représentants des membres fondateurs prennent part, puisque nous allons vous présenter le PU Séville, et comme l'a très bien dit Florence, que je remercie beaucoup, parce que nous avons beaucoup appris lors de cette préparation qui a duré un certain temps, parce qu'il a fallu faire plusieurs copies. Nous jouons la collégialité, c'est, je pense, la valeur de base, puisque le monde est complexe. La France investit, on l'a vu tout à l'heure, merci de vos témoignages, la France investit beaucoup, parce que les enjeux sont gigantesques. Le monde est complexe, ce n'est pas le PUI qui est complexe, c'est que le monde est complexe, donc il faut répondre à cette complexité. Et c'est de cette complexité que sortira, on l'espère, en tout cas c'est notre offre de valeur, complexité reflétée par la et l'interdisciplinarité, c'est de là que sortiront finalement des solutions qui seront viables dans la durée. Il y a une degré de complexité encore plus important qui était reflété, je crois déjà dans les propos finalement de nos présidents et directeurs et de notre délégué régional, cette complexité sur la temporalité. On disait effectivement il y a des objectifs à court terme, mais on a aussi des objectifs à long terme. Et les solutions d'après-demain ne sont pas forcément celles qu'il faudra mettre en œuvre aujourd'hui ou demain. Donc nous devons effectivement articuler aussi le temps court, le temps long, l'urgence et aussi finalement la vision à long terme. Et ça c'est assez important, nous devrions le souligner. Alors, finalement le PUI c'est une maison et nous avons vu que ses fondations sont solides, très solides. Merci à tous d'avoir finalement expliquer à quel point effectivement le PUI est utile, puisque cette démarche d'innovation, qui n'est pas la même dans tous les établissements, évidemment, mais elle rejoint effectivement des préoccupations communes. Voilà. Et c'est ça que nous allons tenter de faire. Voilà. Alors, nous allons nous partager la présentation. Alors, il faudra faire une sorte de rotation. Donc, je vous propose déjà de parler de la stratégie du PUI Séville. Alors, c'est assez classique, somme toute. Voilà. Nous voyons que l'offre de valeur du consortium repose en partie seulement, mais de façon significative, sur nos plateformes. Donc, le premier axe de la stratégie, c'est la valorisation des plateformes. Alors, pour qui ? Pour les chercheurs, bien sûr, pour les entreprises, pour les collectivités. Ça, c'est la stratégie, elle est faite pour les acteurs, en fait. Elle n'est pas faite pour nous, elle est faite pour vous, en réalité. Donc, voilà. Alors, les plateformes, on ne résistera pas au plaisir d'en citer quelques-unes, peut-être. Alors certaines, vous les verrez cet après-midi parce qu'elles sont sur place, mais si on parle du Sésame, qui est effectivement un grand équipement de classe mondiale pour comprendre les phénomènes de pollution atmosphérique finalement à l'échelle 1 et dans un contexte tout à fait représentatif. Voilà, ça c'est effectivement très important. Bon, je passe sous silence les autres, mais vous les verrez. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que ces plateformes ont permis finalement la création d'activités de type start-up ou d'activités partenariales, voilà, de façon très marquée, ici aussi. Deuxième axe de la stratégie, c'est le renforcement des co-innovations avec les entreprises et les collectivités de Paris-Est. Alors, Paris-Est, c'est une grande partie du territoire. Alexandre en parlera juste après. Merci beaucoup. Ensuite, évidemment, rien ne se fait sans les personnes, voilà, et notamment les jeunes, notamment les jeunes. Donc, il s'agit de sensibiliser, de former, d'inciter les doctorants, d'inciter les étudiants finalement à se porter vers l'innovation, parce que c'est ça qui permettra finalement de changer la société. Et puis, évidemment, détecter, accompagner donc les projets des laboratoires, alors des projets nouveaux, mais aussi des projets qui existent déjà, parce que déjà soutenus par d'autres mécanismes de type France 2030. Pardon, les transparents ont un peu dérapé, je pense. Voilà, mais cette articulation avec les mécanismes déjà engagés, ça fait partie vraiment du rôle. Et puis enfin, illustrer, partager l'innovation, parce que si on ne partage pas, en fait, on ne fait rien. Alors, donc fort de notre esprit de collégialité, je me permets de passer la parole à Alexandre.
Merci beaucoup Frédéric. Donc c'est un projet qui est un projet de site. C'est un projet de site à l'échelle de Paris-Est et on a présenté donc derrière vous une carte pour que vous arriviez à mieux voir et mieux identifier les différents acteurs, les différentes actions et puis le mot a été prononcé tout à l'heure, les différentes interfaces entre les trois thèmes que sont la santé, l'environnement et la ville, autour de deux pôles historiques qui existent dans l'Est francilien, un pôle santé et société sur le site Créteil-Maison-Alfort et un pôle ville sur le site de la Cité des Cartes sur lequel nous nous situons aujourd'hui. Et puis ce lien extrêmement important qu'il faut qu'on soit capable de renforcer entre ces deux pôles, et ça peut être ici une signature du site, c'est la question fondamentale de l'environnement qui a déjà été mentionnée à plusieurs reprises. Il y a une histoire sur ce site. Et cette idée de travailler ensemble sur le thème santé, environnement et ville dans le cadre du PUI, ce n'est pas une idée qui est sortie de nulle part comme ça. Ce n'est pas une fulgurance de ma part lorsque je l'ai proposé au chef d'établissement. C'est la continuité d'actions qui sont des actions anciennes, qui sont des actions historiques dans l'Est francilien. Autour... C'est ce qui structure aujourd'hui d'une commune, précédemment Impress, avec 4 établissements membres aujourd'hui, 2 sur le pôle ville et 2 sur le pôle santé-société, et puis 12 associés quand je suis arrivé, 13 associés désormais avec le CEREMA qui nous a rejoints il y a maintenant 2 ans, chacun autour de ces thèmes de la santé, de la ville et de l'environnement. Et sur cette carte derrière, vous voyez les logos et les rattachements. Alors c'est parfois un petit peu caricatural parce que certains sont évidemment sur les deux thèmes. Mais en tout cas, donc, il y a cette histoire qui est une histoire commune. Et puis il y a des projets aussi qui sont des projets communs. J'aimerais qu'on puisse avancer rapidement maintenant sur ce projet structurant Urban One Health sur la santé humaine, animal, environnemental, la question de la ville, et évidemment le lien qui existe entre les deux. Quand je disais que nous ne partons pas de rien, vous voyez sur la droite de la diapositive les forces que nous avons sur ces différents thèmes. Je ne vais pas tout détailler. Le simple fait que nous soyons capables d'afficher une liste montre les forces que nous avons dans ce domaine de la santé, de la ville et de l'environnement. Et finalement, faire séville le jour où l'appel à projet PUI a été lancé, c'était de mon point de vue quelque chose de tout à fait naturel. Avec sur la gauche un noyau dur, sur la gauche de la sur la gauche de la diapositive, tu avais parfaitement fait tu avais lu dans mes pensées, Frédéric. Sur la gauche de la diapositive, donc, quand on met fondateur Séville, la difficulté précisément était d'arriver à faire apparaître tout le monde sur une seule et même diapositive. Et donc on a ce noyau dur qui a été présenté sur la slide précédente, c'est-à-dire les fondateurs, donc la commune, ensemble ses établissements et ses 13 établissements associés, et puis également parce qu'ils ne sont pas que dans la commune, les établissements membres, et puis également la SAT, alors qui n'est pas que dans la commune, dont la commune n'est pas le seul actionnaire, puisque nous avons la chance de partager la SAT avec d'autres sites universitaires ou d'autres établissements universitaires, mais qui constituent en tout cas sur ce thème le noyau dur dans une perspective qui est une perspective universitaire. Or, précisément, et je pense qu'on l'a bien entendu dans les attentes de l'État, lorsque le DRARI a indiqué en quoi consistaient ces attentes, lorsque BPI aussi a indiqué le contexte économique général dans lequel s'inscrivait l'action PUI et ce plan Deep Tech 2, si l'université travaille en se regardant le nombril, elle n'ira nulle part. Et l'objectif est précisément de pouvoir travailler avec les différents acteurs, les acteurs territoriaux au sens institutionnel du terme, les acteurs territoriaux au sens économique et au sens social du terme. Et l'objectif, on l'a dit, c'est d'arriver à optimiser le chaînage depuis le labo jusqu'au marché. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le dis encore maintenant et je le redirai tout à l'heure parce que c'est vraiment ce qu'il faut retenir de la journée d'aujourd'hui. Mais aussi du marché au labo, c'est quelque chose qui doit fonctionner dans les deux sens, de la recherche la plus fondamentale vers l'industrialisation, de l'industrialisation vers la recherche fondamentale.
nous avons su, autour de ce projet, mobiliser ce qu'on va appeler, alors j'aime pas non plus ce terme, mais l'écosystème Paris-Est, c'est-à-dire l'ensemble de partenaires qui sont des partenaires naturels, l'ensemble des partenaires avec lesquels on a aussi des relations qui sont des relations habituelles, les collectivités locales par exemple, les pôles de compétitivité, Efficacity également, dont la commune est actionnaire pour le compte de ses membres pour partie, Descartes Développement Innovation également, qui s'est engagé dans une démarche technopolitaine et qui est dans une logique qui doit justement non pas faire concurrence à la nôtre, mais permettre au contraire qu'on puisse, puisqu'on poursuit les mêmes objectifs, travailler ensemble. Nous, on travaille plutôt des labos en se posant la question du marché et des entreprises. Vous posez plutôt la question des entreprises en disant comment est-ce qu'on va pouvoir travailler avec l'université. Si on a nos actions de façon parallèle, sans jamais se parler, sans chercher à travailler ensemble, on va faire doublon, on va tout simplement pas y arriver, on va dépenser de l'énergie inutilement. Et chacun sait ici combien le temps de chercheur est un temps précieux. Et donc, si on peut éviter de faire 2 fois ou 3 fois parallèlement les mêmes actions, c'est beaucoup mieux. Et puis, ce que nous souhaitons faire, c'est pouvoir aussi travailler avec de nouveaux acteurs, aller beaucoup plus encore vers l'aval. Et c'est pour ça que nous souhaitons travailler avec les entreprises et à travers différentes organisations, les MEDEF locaux, par exemple, les chambres de commerce et d'industrie, tous les organismes consulaires sont évidemment les bienvenus. Et puis, vous voyez qu'il y a 3 points de suspension tout en bas à droite de la slide, parce que j'aimerais qu'on soit capable d'aller encore au-delà. Et je suis très heureux que BPI nous ait sensibilisé tout à l'heure à la question des fonds d'investissement. Et je ne veux pas dire un gros mot quand je parle de fonds d'investissement dans une enceinte universitaire. De façon peut-être plus concrète, les différentes actions qui sont envisagées donc, sont au nombre de 6. On va les présenter maintenant. Oui, absolument. Simplement, vous reconnaîtrez finalement les termes mêmes de la stratégie, parce que dans ce monde complexe, multidisciplinaire, qui allie le temps court et le temps long, il faut une stratégie pas trop compliquée. Voilà. Et donc un plan d'action également pas trop compliqué. Donc on a essayé de ne pas faire trop compliqué. Voilà, c'est ça l'idée. Donc le plan d'action reflète la stratégie. Et donc du coup, on va vous la décrire. Alors il y a une action capacitaire que Nasser va décrire, l'action dite zéro, mais voilà, c'est vraiment très important, c'est un peu la base. Nasser. Merci Frédéric. Donc comme vous le voyez ici, nous avons établi avec l'ensemble de l'équipe, l'ensemble des intervenants, un plan d'action qui répond aux objectifs qu'on s'était fixés dans le cadre qu'Alexandre a rappelé, santé, environnement, ville. Du coup, comme c'est un travail collectif, on se répartit la présentation des actions. Donc je vais commencer par l'action, je dirais, de base, qui est l'action dite zéro, qui est de monter en capacité et pérenniser. Comme vous le voyez ici, l'idée, c'est de vous présenter les éléments les plus importants de ces actions, et en particulier les actions phares. En ce qui concerne cette action de base, qui permettra de lancer l'ensemble du dispositif, notamment en termes transversal. Il y a 2 actions phares importantes dans cette liste-là. La première, c'est d'implanter les instances de gouvernance, parce que c'est à travers ces instances qu'on va dérouler l'ensemble des actions. Je reviendrai tout à l'heure sur la gouvernance, puisqu'il y a un slide particulier qui explique un petit peu cette gouvernance. Ça, c'est le premier point, première action phare. Deuxième action phare, elle consiste à mettre en place un système d'information commun. Je l'ai indiqué tout à l'heure dans la table ronde. Ce système d'information commun, il est très important pour nous permettre de fluidifier les informations, de partager les informations et de suivre les projets en commun, de manière à accélérer et donner de l'efficacité à nos actions. Donc c'est une étape clé sur laquelle je pense qu'on reviendra ultérieurement pour vous dire comment on met en place ce système. Toutes les autres actions sont aussi importantes, elles viennent en complément de ce que je viens de dire. Cartographier et mutualiser les ressources de la chaîne d'innovation, c'est en gros savoir ce qu'on a comme force,
optimiser ses forces et renforcer là où il faut pour que l'ensemble de la chaîne fonctionne. Mettre en réseau les lieux de co-innovation. La co-innovation est un élément, est un objectif majeur de notre démarche, puisque c'est l'idée d'intégrer les industriels finalement et les attentes industrielles. Donc il y a une action, notamment l'action 2, qui parlera plus particulièrement de cet élément-là. L'idée là, c'était de dire comment concrètement on met en place des lieux de co-innovation. Et enfin, on ne peut pas lancer une opération comme celle-ci sans avoir pensé à la pérenniser, puisqu'on est tous convaincus que c'est très important de la mettre en place. Donc l'idée, c'est capitaliser sur ce qui est en train d'être mis en place pour pouvoir le poursuivre en termes d'action et en termes de stratégie, de travail en commun. Donc voilà en quelques mots l'action numéro 0 de base. Et je vais passer la parole à Emmanuel qui va vous présenter donc, l'action 1. Oui. Donc, comme évoqué avant, hein, quand on a construit le programme, on a déjà réfléchi à ce qu'on sentait comme étant nos points forts, déjà, hein, nos fondations. Donc, au travers des laboratoires communs, on mène des programmes de recherche plutôt assez imbriqués entre les institutions. Et on s'appuie sur des plateformes technologiques. On a un certain nombre de plateformes technologiques qui sont à des niveaux intéressants, pour lesquels qu'on utilise essentiellement pour nos programmes de recherche, qui sont en partie ouverts vers le monde socio-économique et surtout les industriels. Donc la volonté, c'est de faire plus de transversalité, d'une part, donc mutualiser nos bonnes pratiques, parce que toutes ces plateformes ne sont pas au même niveau aujourd'hui de gestion, par exemple. Et donc il y a cette volonté d'aller vers cette convergence des façons de faire et de construire une offre de services à l'interface, en fait, et avec des parcours pour, on va dire, les industriels et aussi des partenaires de type plutôt territoriaux, de façon à répondre à des besoins à l'interface entre la ville, la santé et l'environnement. Voilà. Donc c'est essentiellement ça dans l'action numéro 1. Donc, merci beaucoup. Alors tu me donnes la parole pour que je vous présente l'action numéro 2. Hein. Donc je prends cette fois-ci la casquette donc de porteur de l'action numéro 2, renforcement des co-innovations. Voilà, donc il s'agit finalement en gros de travailler avec les collectivités et avec les entreprises, avec les collectivités pour quelque part développer très rapidement ce qu'on appelle la recherche-action, et finalement des innovations, mais directement en contexte opérationnel, ce qui va un petit peu à l'encontre en fait des principes usuels de la tech en fait qui vise à monter progressivement les échelles de maturité technologique. Mais là, c'est regarder très rapidement dans le contexte. Et il y avait tout à l'heure une image qui montrait ça que je n'ai pas eu le temps de montrer bien sûr, mais pour pouvoir finalement se rendre compte directement des difficultés et aussi inventer les solutions dans un contexte qui va être utilisé par la collectivité. Alors on a de nombreux exemples, évidemment à l'actif du consortium, on ne va pas les passer en revue bien sûr, et nous espérons finalement en monter bien davantage. Et nous aurons d'ailleurs tout à l'heure dans le programme deux interventions, une de M. Ambroise ici présent qui nous parlera d'opportunités de recherche-action dans le département du Val-de-Marne. Nous verrons également avec Efficacity donc des actions qui visent à mettre au point directement des outils de planification bas carbone pour les territoires dans le cadre de la finalement de la déclinaison territoriale de la stratégie nationale. Voilà quelques exemples. Nous voulons également co-innover évidemment avec les entreprises, mais c'est ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire créer. Alors il y a un exemple qui était donné par Anthony tout à l'heure sur le Co-Innovation Lab, et ça sert à ça. Voilà. Alors il n'y a pas qu'au Co-Innovation Lab qu'on en fait. On va essayer de le faire collectivement. On va essayer également de tirer parti finalement des dispositifs d'innovation, des financements déjà présents pour, quelque part, mettre en facteur ces initiatives de co-innovation avec des entreprises qui peuvent être d'ailleurs nos start-up, qui peuvent être des PME avec lesquelles nous travaillons préférentiellement ou des grands groupes. Voilà. Et le choix est large.
Et donc nous voulons aussi évidemment accueillir les entreprises, les orienter dans finalement notre consortium pour leur permettre d'accéder rapidement aux laboratoires en gros qui concernent chaque entreprise qui nous fait une demande et aussi dans l'autre sens aussi, permettre aux laboratoires d'accéder plus facilement finalement au tissu des entreprises de l'Est parisien. Et nous tiendrons aussi de temps en temps des réunions de filières professionnelles puisque collectivement nous animons certaines filières. Florence parlait du monitoring de l'eau, eh bien nous animons la filière contrôle de santé en France, voilà, et donc ça tombe bien. Donc les réunions de filières pourront aussi donner finalement un impetus, un mouvement finalement encore plus grand effectivement à ces activités qui aujourd'hui se développent chez chacun des fondateurs. Alors nous allons passer à l'action 3. Très bien, merci Frédéric. Alors juste pour schématiser un petit peu les choses, en fait, ce PUI, en fait, moi je l'imagine comme un véhicule avec des roues, avec un moteur, avec un tableau de bord, avec un objectif donc il va se déplacer d'un point A vers un point B et qui va embarquer tous les acteurs qui ont des idées innovantes. Donc l'objectif, il est plutôt unique. Ces actions-là, donc je me concentre sur une roue de ce véhicule, action 3, qui est sensibilisation, formation et incitation. Alors bien sûr, lorsqu'on discute avec un chercheur, on lui dit OK, comment tu valorises ta recherche? Eh ben, il va me dire, dans 80% des cas, en publiant. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on m'a appris de faire des choses. Je monte des projets. Pourquoi? Quelle est la finalité? Eh bien aussi, je vais publier, je vais recruter des doctorants et ainsi de suite. Mais quelque part, en fait, il faut penser aussi à l'impact socio-économique, valoriser autrement en fait, la recherche. Donc on peut la valoriser par exemple, l'innovation, création de start-up pour aller vers les start-up deep tech, par le dépôt de brevets. Et ça, tout ça, c'est une culture. Et cette culture-là, il va falloir, je pense, qu'on soit dans la pédagogie, qu'on forme, qu'on informe, qu'on organise des séminaires, des workshops, pour que les chercheurs puissent un petit peu cerner un petit peu la chose. Une start-up, c'est quoi? De quoi en fait elle est constituée? C'est quoi un CEO? C'est quoi un CTO? C'est quoi un CFO? Quel est le cadre juridique? Là, ça demande beaucoup de travail. Et justement, dans cette action, on essaye de faire en sorte de former nos chercheurs, nos jeunes chercheurs aussi, pour comprendre un petit peu le contexte, pour aller vers l'incitation. Donc là, c'est une roue là où tout est connecté, la sensibilisation, formation et incitation, parce que le chercheur, il va aussi se poser la question, d'accord, et après, moi j'ai besoin aussi de moyens, j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin d'un terrain propice. Et là, en fait, il y a aussi des efforts. Moi, je pense qu'en fait, au niveau de l'UGE, au niveau du camp, donc ça a été, il y a des décharges en fait qui sont peut-être prévues. Donc ça, sous le contrôle donc des collègues. Moi, je sais qu'en fait, au niveau de l'UPEC, on essaie de faire un effort aussi d'incitation pour attribuer des heures pour les chercheurs qui souhaitent créer des startups, pour notamment en fait pour le dépôt de brevets, déclaration d'invention, qui participent dans les projets de prématuration et maturation. Et voilà, je pense que tous les partenaires en fait ont une stratégie, un objectif dans ce sens, parce qu'on a besoin en fait qu'il y ait cette incitation, sinon en fait cette force va s'affaiblir. Donc voilà, en fait, j'ai schématisé un petit peu cette action comme une des roues donc de ce véhicule, et qui doit justement rouler, avancer, et on ne peut faire ça qu'en synchronisant justement en fait toutes les différentes actions. Voilà, merci. Vous avez compris, merci beaucoup. C'est un véhicule, mais évidemment électrique, bien sûr. Et avec des pilotes en bosse pour parler exactement. Oui, voilà, je suis la 4e roue.
Alors l'action 4, c'est une action qui va s'articuler autour de 3 axes. L'axe détecter, mutualiser et accompagner. L'objectif de cette action est d'amplifier nos efforts de détection et d'accompagnement des projets afin de faire émerger un flux de projets plus important. Pour ce faire, la détection prendra plusieurs formes. Soit un plan de visite des laboratoires qui sera coordonné et commun entre les différents établissements. Une détection précoce des projets innovants dès le dépôt des projets ANR ou européens par exemple. Et puis encore, l'organisation d'un appel à projet ou d'appel à projet dédié. Dans cette dynamique, les compétences de l'ensemble des acteurs de la valorisation des membres fondateurs seront mutualisées. Nous partagerons, nous concevrons des outils et des procédures afin d'aboutir à des pratiques de travail homogènes et à une vision territoriale consolidée de la valorisation, notamment via un des axes en tout cas qui sera vraiment de partager les informations. Il s'agit également de mutualiser le travail avec celui effectué par les fondateurs dans le cadre d'autres projets ou des dispositifs déjà existants visant à augmenter l'impact de la recherche sur le monde socio-économique. C'est ainsi que les projets pourront bénéficier des compétences de l'ensemble des acteurs de la valorisation du site et être accompagnés tout au long de leur développement afin de les orienter sur les dispositifs adéquats en fonction de leurs besoins, que ce soit via une collaboration avec des entreprises, des collectivités, ou passant par la prématuration, les projets de maturation, ou encore la création de start-up. Pour cette action, et donc je crois qu'on passe à l'action 5, c'est Renaud, je crois. Attendez, je regarde. Partager l'innovation. C'est-à-dire communiquer. Il fallait que je me souvienne de ce que je devais dire. Mais ça y est, ça vient de me revenir. Non, communiquer, c'est important parce que je reprends la parabole du véhicule. Un véhicule, c'est important, mais si on ne le voit pas, il est poussé dans le fossé par des véhicules plus gros, donc c'est quelque chose qui est évidemment indispensable. Donc non, blague à part, je crois qu'effectivement, le partage de l'innovation et les actions de communication vont être absolument centrales. Il y a dans le PUI une dimension importante de valorisation des plateformes expérimentales qui sont absolument uniques et qui sont extrêmement qualifiantes pour le site. Elles illustrent par leur structure même extrêmement bien ce triptyque environnement, santé, ville. D'ailleurs, la première action de communication aura lieu cet après-midi parce que si je ne me trompe pas, il y a une visite qui sera offerte pour certaines ou proposée pour certaines de ces plateformes. Donc, l'ouverture, c'est effectivement communiquer, notamment pour les plateformes qui seront un axe important pour le BD, enfin le Business Development et pour les actions correspondantes. C'est évidemment aussi une action importante pour deux sujets, être attractif vis-à-vis des innovations, des éventuels licensing à venir vis-à-vis des grands groupes. Et bien évidemment, c'est aussi important de communiquer pour vendre la signature du site. Je pense que le PUI, c'est aussi une action importante pour le site Paris-Est. C'est une action qui peut porter, et au-delà même du PUI, c'est aussi quelque chose que les présidents et directeurs l'ont dit tout à l'heure, est partagé entre les établissements, les associés également de la commune, et le président l'a rappelé. Et donc c'est aussi important de communiquer autour de cette signature avec possiblement un ruissellement qui dépassera le cadre du PUI, même si celui-ci est absolument critique aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Alors avant de passer la parole à Nasser qui va nous parler de gouvernance, d'indicateurs, etc., je voudrais saluer la présence de nos amis directeurs de programme et du programme justement du PEPR qui s'appelle Mobidec, qui est associé à la stratégie nationale d'accélération, décarbonation et digitalisation des mobilités. Merci à vous, merci Fabrice, merci Lucille. Vous avez vu que, en fait, dès qu'on parle de choses sérieuses et qui entraînent, on parle de véhicules, de mobilité. Voilà. Donc la mobilité, elle est centrale dans notre mindset, en fait. C'est important. Voilà. Donc nous essaierons effectivement de nous en souvenir. Nasser, c'est à toi. Très bien, merci Frédéric. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, un focus, je vais vous présenter un focus sur la partie gouvernance parce qu'elle est très importante. Amine parlait de véhicules, donc il faut le conduire. Et l'objectif de cette gouvernance, on a essayé de mettre en place quelque chose qui soit vraiment orienté plutôt opérationnel, qui soit efficace dans le cadre
de l'objectif d'améliorer finalement toute la chaîne de la valorisation et de l'accompagner. Et donc cette gouvernance, elle s'articule au niveau, à 3 niveaux. Hein. Un premier niveau qui est vraiment le cœur du dispositif, c'est ce qu'on appelle le CCSI, qui est la cellule de coordination et de soutien de l'innovation. En fait, c'est là où se retrouvent les équipes opérationnelles des différents partenaires qui vont travailler au quotidien avec les chercheurs, avec donc les forces de la recherche pour détecter, instruire, accompagner les projets, renforcer la co-innovation, valoriser les plateformes, sensibiliser, former, communiquer. En fait, réaliser au quotidien les actions du plan d'action qu'on vous a présenté. C'est vraiment cette cellule-là qui va faire au quotidien ce travail auprès des différentes équipes de recherche. Avec ce premier niveau, il y a un deuxième niveau qui est un niveau qui est en fait le COPIL, le comité de pilotage, qui intègre les fondateurs en fait du PEI et qui a comme rôle surtout de soutenir le premier niveau en validant l'accompagnement, en faisant les arbitrages et en suivant le plan d'action et en apportant du soutien finalement aux équipes opérationnelles. Et le troisième niveau, lui, il sera plutôt stratégique. C'est le COS, c'est-à-dire un comité d'orientation stratégique, dans lequel on va trouver bien sûr les fondateurs, on va trouver aussi les représentants de l'État, notamment le DRARI, on va retrouver également les partenaires. Et là, l'idée, c'est de travailler ensemble sur la stratégie, sur la feuille de route, pour l'accompagner, pour la suivre, pour la modifier éventuellement ou l'ajuster. En tout cas, d'avoir cette démarche de vision globale qui est permanente dans la manière de conduire l'ensemble. Donc voilà les 3 couches. L'idée, c'est de faire le plus simple possible, le plus opérationnel possible. Cette gouvernance, pour nous, répond à cet objectif. Ensuite, le deuxième point important, c'est, je reprends toujours la métaphore du véhicule, il y a un tableau de bord. Et il faut un tableau de bord dans un véhicule. Et donc, on a des indicateurs. Qui sont d'abord une obligation, puisqu'il y a une communication vis-à-vis de notre financeur, l'État, par rapport à l'avancement de nos actions, mais aussi pour nous, pour avancer et savoir où est-ce qu'on met les forces et où est-ce qu'on peut ajuster. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la mise en place du plan d'action qu'on vous a présenté va avoir des impacts en termes d'indicateurs sur un certain nombre, sur l'ensemble des axes stratégiques finalement sur lesquels on travaille. En particulier, vous avez toute la partie opérationnelle qui est la détection, mutualisation, accompagnement, pour lequel il y a un certain nombre de KPI qui sont communs à tous les PUI d'ailleurs, dans lesquels, comme on l'a indiqué ce matin, l'objectif des PUI, concrètement, c'est d'augmenter les flux. Et donc, il faut qu'on mesure ça, et on mesure ça à travers quoi ? Le nombre de DI, de déclarations d'invention, le nombre de contrats d'exploitation, c'est-à-dire de licences, le nombre de start-up, les contrats, que ce soit les contrats, je parlais des licences avec les entreprises, mais aussi les contrats plateformes. Et aussi, on a vocation aussi à simplifier les choses et aller plus vite. Donc, il y a un indicateur, par exemple, sur les délais de négociation et de mise en place des documents contractuels. Donc c'est des éléments sur lesquels on souhaite vivement travailler pour pouvoir justement montrer qu'il y a un effet de ce travail collectif. Ensuite, il y a d'autres indicateurs qu'on a définis collectivement, spécifiquement à notre PUI par rapport à sa vocation et qui accompagnent l'ensemble de la chaîne finalement des actions. Il y a notamment l'accompagnement de la co-innovation, donc il y a une mesure de notre capacité à travailler avec les industriels, donc avec un indicateur là-dessus. On a un indicateur sur la partie parité avec les projets d'innovation qui sont portés par des femmes, parce que c'est un élément important de notre c'est une mesure d'impact finalement importante. Ensuite, tout ce qui est sensibilisation, on a choisi surtout la sensibilisation à l'entrepreneuriat à travers un indicateur des étudiants et doctorants chercheurs sensibilisés à l'entrepreneuriat. On a également complété ça par, bien sûr, les plateformes étant un des axes majeurs de notre démarche, d'avoir une mesure à travers les contrats externes des plateformes. Et enfin, pour la globalité de la démarche, on a aussi un indicateur qu'on a défini ensemble avec l'aide de Florence d'ailleurs, sur la perception du caractère transformant de notre démarche pour pouvoir voir globalement comment nos actions ont un impact à la fois en termes d'indicateurs, mais aussi en termes de perception auprès de tous les acteurs.
Alors, ce qui est aussi très important à indiquer, c'est que une des attentes que l'État exprime, et Samuel en a parlé tout à l'heure au début, c'est la notion d'impact. Elle est extrêmement importante et c'est exactement ce qui est demandé aujourd'hui à l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place par l'État pour la valorisation. Et pour mesurer ces impacts, les services de l'État, en particulier le SGPI, nous a communiqué un certain nombre d'indicateurs qui aujourd'hui sont utilisés pour mesurer cet impact. Et que vous voyez ici, c'est un ensemble de 8 indicateurs. Et quand on examine ces indicateurs, on s'aperçoit qu'il y a 3 indicateurs qui collent parfaitement avec civil, avec santé, environnement, ville. C'est l'indicateur climat-environnement, l'indicateur santé et sociale, qualité de vie, et territoire. On est exactement dans cette logique d'impact à travers ces 3 indicateurs. Mais on ne va pas s'arrêter à ces 3 indicateurs. Il y a tous les autres indicateurs sur lesquels on travaille également, parce qu'ils sont très importants. La mixité, on en a parlé tout à l'heure avec un indicateur sur l'implication des femmes dans nos projets, mais aussi l'économie, l'autonomie stratégique, le capital humain, qui est au cœur de notre dispositif, et le leadership. Donc on a, à travers nos actions, notre stratégie, un vrai engagement vis-à-vis de ces indicateurs d'impact. Et pour finir donc la présentation... Oui, merci, merci Nasser, mais merci à tous. Avant de vous donner la parole, parce que finalement, voilà, vous êtes les bienvenus pour poser des questions. Finalement, Deep Tech ou impact, Deep Tech ou complexité, en fait les deux. Voilà 3 exemples, il y en a peut-être d'autres, mais de start-up issues du consortium qui sont dans la French Tech 2030. Je vais simplement mentionner la première qui à la base, portait sur de la nano-mesure, donc des tapis de nano-capteurs, mais qui aujourd'hui mesure finalement les bilans carbone du transport de marchandises. Voilà, donc en fait c'est les deux. Voilà, je pense que c'est les deux, il y a vraiment de la place, et c'est un peu ce que disait David tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, ces initiatives, ces projets d'innovation, ces start-up, enfin aujourd'hui ils sont quand même 45, 48 je crois, enfin, ça augmente tous les jours, portent à la fois de grandes ambitions en matière finalement de mise à disposition des recherches les plus avancées des laboratoires, et répondent complètement aux enjeux sociétaux qui sont les nôtres, puisque quelque part ils permettent aussi, dans ce cas-là, d'évaluer le scope 3 des entreprises. Merci de votre attention. Merci. Vous voyez, c'était collectif, c'est collégial. C'est comme ça qu'on travaille. On ne sait pas faire autrement. Et on continuera. La parole est à vous. Fabien, peut-être. Oui. Oui, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de... Oui, on peut faire passer les micros, mais merci Fabien. Oui. Je m'appelle Jean-Marc. Oui, alors Jean-Marc Laher, donc je suis professeur à l'université Gustave Eiffel. J'ai dirigé longtemps un laboratoire qui était EasyCom, qui est un laboratoire qui est très attaché à tout ce qui est développement de capteurs, développement de systèmes radio attachés aux capteurs, etc. Nous possédons une plateforme technologique dans laquelle on a dû investir 2 millions d'euros sur 20 ans, qui sert à peu près 10% du temps qu'elle pourrait servir. Donc malgré la publicité qu'on a pu faire via les sites du CNRS ou les sites locaux, les sites web. Et donc qu'est-ce que vous envisagez exactement pour nous aider à valoriser cette plateforme justement? Voilà. On peut peut-être prendre plusieurs questions et puis répondre après globalement, parce qu'il y aura peut-être d'autres questions sur les plateformes. Alors moi j'ai regardé les ODD et puis c'est bien d'avoir une analyse réflexive sur soi-même, et donc je voudrais savoir comment vous mesurez le bien-être et la santé du PUI. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller mesurer à l'extérieur, mesurer à l'intérieur. Et comment vous faites? Oui, on peut peut-être essayer de répondre à ces 2 questions, le temps que d'autres personnes lèvent la main. Alors je vais me retourner vers mes collègues. Qui veut répondre peut-être à la question sur les plateformes? Bon, Emmanuel, peut-être, voilà. Oui. C'est bon là, ça marche? Oui. Okay.
Dans notre diagnostic sur les plateformes, ce qu'on a vu, c'est que pour plusieurs d'entre nous, on avait une carence de moyens que nous, on a identifié comme étant des business développeurs, c'est-à-dire ce lien, c'est ce niveau ingénieur, on va dire, ce lien qui est capable à la fois d'aller chercher et de comprendre les besoins qui peuvent provenir du monde socio-économique, et de l'autre côté, d'entraîner et d'être en capacité de gérer sous forme projet, en fait, une réponse à ces besoins. Donc voilà. Donc, en gros, c'est ça, dans l'action numéro 1, un des premiers thèmes qu'on va faire, c'est qu'il est prévu d'avoir 2 business développeurs qui sont mutualisés, et il faut à la fois construire une offre, donc bien comprendre quels sont les marchés, prioriser lesquels on veut faire, etc. Bien comprendre quelle est la capacité de saturation de nos moyens, de nos plateformes, parce que c'est ça qu'on a. On a des plateformes qui sont déjà saturées, mais d'autres ne le sont pas. Certaines sont déjà avec des bons niveaux de management et de gestion, c'est-à-dire il y a des systèmes de réservation, des veines d'essai, etc. Donc, et des planifications. D'autres ne l'ont pas vraiment, puisqu'elles sont orientées sur les sujets de recherche. Donc, en fait, elles sont dans un rythme de recherche et pas dans un rythme d'industriel, enfin, pour répondre à l'industrie, plus exactement, parce que il faut délivrer, voilà. Et puis, comme on a dit, le troisième élément, c'est d'être capable de créer de la valeur en sens où on fait des parcours combinés, c'est-à-dire, et comme on est sur des sujets qui sont des sujets complexes, puisque aux confluences de plusieurs sciences ou de plusieurs technologies, on pense qu'on a les capacités de répondre de façon combinée. À la fois mesure du polluant, adaptation de capteurs, et aussi, puisqu'on ne parle que de plateformes technologiques, mais dans nos plateformes, on a des plateformes qui sont plutôt en sciences humaines, okay, et donc aussi la mesure de l'impact socio-économique ou sociologique sur les populations, ou l'acceptabilité des innovations. Pour compléter aussi, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il n'y a pas qu'un modèle de plateforme. On a des situations qui sont très très diverses, comme tu viens de le dire. On a des plateformes qui sont à saturation, pour lesquelles il y a des délais d'utilisation qui sont des délais très très longs. On en a d'autres au contraire qui sont sans doute sous-utilisées. La question étant de savoir si on les ouvre 24/24 ou pas. Mais avec ensuite évidemment la question des moyens qui vont avec, parce qu'il faut du personnel, il y a aussi un certain nombre de coûts. Et dans les actions qu'on a présentées tout à l'heure, il y a un travail de cartographie dont on a parlé. On a déjà fait ce travail de cartographie il y a 2 ans avec la mission de projet de la Commu pour l'ensemble des laboratoires du site. Ceci est accessible à partir de notre site internet pour tout ce qui est données publiques. Et puis ensuite, vous pouvez consulter la mission de projet pour tout ce qui serait plus confidentiel. L'idée serait de faire la même chose au sujet des plateformes. Lorsqu'on a monté le dossier PUI, on a, avec Frédéric, rencontré plusieurs opérateurs de plateformes. On a essayé d'identifier des plateformes diverses pour arriver à identifier les points communs et les différences. Et on est ressorti de ces discussions avec une idée, c'est que si on arrive avec un modèle qui est le même pour absolument tout le monde, on va ne pas y arriver et on va même mettre les plateformes en difficulté plus qu'on va les aider. Et donc l'objectif, c'est durant la première année d'arriver à faire un travail de diagnostic, d'identification des besoins, voir ensuite quels peuvent être les besoins qui seraient communs à telle ou telle catégorie de plateforme. Et l'objectif à terme sur le PUI, c'est donc à l'issue des 4 ans, c'est d'arriver à avoir un modèle économique qui soit un modèle économique favorable aux plateformes et qui puisse précisément permettre leur développement, mais en tenant compte des spécificités de chacun. Ouais, sur les plateformes, je voudrais réagir à double titre. D'une part, parce que gentiment, vous m'avez invité au comité d'orientation stratégique, donc je défendrai un point sur les plateformes dans ce comité, et notamment l'idée du recensement, c'est évidemment la cartographie, c'est très important, mais aussi de permettre que le PUI soit un point d'entrée centralisé pour l'information sur la boîte à outils de financement. Et la boîte à outils de financement public, en ce moment, c'est France 2030. Il y en a d'autres, mais quand même, c'en est une qui est très efficace. Donc ça, je pense que c'est un enjeu important parce qu'il y a des outils de financement et il faut les renforcer, les plateformes, pour qu'elles puissent en effet, d'une part,
augmenter leurs capacités pour servir la recherche, mais aussi potentiellement s'ouvrir davantage au partenariat avec le monde socio-économique ou à la prestation dans une logique de soutenabilité économique et de renforcement. Et donc je fais un petit peu de publicité puisqu'il y a un appel à projet France 2030 régionalisé qui s'appelle Sésame Filière, donc co-financé et co-construit État et région. Et il y a déjà 2 projets, je crois, dans le périmètre Université Paris-Est qui bénéficient de ce soutien-là. Mais qui est vraiment dédié au soutien des plateformes technologiques dès lors qu'elles s'ouvrent au renforcement de la compétitivité des entreprises dans une filière donnée par l'ouverture à du ressourcement scientifique et technologique. Donc ça, c'est ouvert pendant encore 2 ans, je pense, avec un cahier des charges qui est certes exigeant, mais tout à fait accessible. Oui, merci Samuel. Alors, une remarque, c'est que, pour faire suite effectivement à cette invitation, le PUI aidera à monter des projets, voilà, parce qu'il faut quand même rédiger des choses, ça prend du temps, c'est compliqué, il faut aussi se mettre en contact avec un certain nombre d'acteurs. Le PUI aidera au montage. Alors la deuxième question sur la... Enfin, sauf si tu veux rajouter quelque chose sur la plateforme. C'était pour la deuxième. D'accord, bah vas-y et puis... D'accord. Juste pour la deuxième question sur la santé du PUI. Alors, sur la santé du PUI, je dirais qu'il y a aujourd'hui il y a deux éléments importants qu'il faut prendre en considération. En fait, la santé du PUI, on va être obligé de la mesurer. Pour une raison très simple, c'est qu'on a déjà une clause de rendez-vous dans notre financement, qui est qu'à mi-parcours, il faut qu'on rende compte de ce qu'on a fait. Donc on a des indicateurs que j'ai présentés tout à l'heure qui vont mesurer l'impact qu'on va avoir de nos actions. Donc quelque part, ça va nous donner, c'est le tableau de bord dont on parlait, ça permettra déjà de mesurer si ce qu'on fait a un effet sur notre périmètre de recherche et sur ce que ça impacte en termes de valorisation. Donc ça, c'est le premier niveau. Et ça, c'est une obligation quelque part, puisque en fait, pour avoir une deuxième partie du financement, il faut qu'on fasse la preuve de l'efficacité et de la bonne santé de notre PUI. Et le deuxième niveau, je dirais, on ne va pas attendre que les indicateurs soient faits au bout d'un an ou deux. Il y a tout le travail de la gouvernance que j'ai présenté tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'abord un COPIL qui va quand même regarder ce qui se passe en termes d'action sur le terrain, et puis un comité stratégique qui va lui aussi apprécier la manière dont ce PUI va avancer et la fréquence qu'on s'est donnée, c'est tous les trimestres. Donc on est quand même sur des fréquences assez rapides qui permettent de voir si on est en capacité de tenir la route qu'on s'est fixée et quel est je dirais le feedback qu'on se renvoie par rapport à notre réalisation du plan d'action. Alors, Amine veut compléter, puis je ferai une métaphore peut-être médicale pour après. compléter, en fait, donc Nasser, il a bien signalé que nous avons des indicateurs, les KPI, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. Mais là, c'est en fait ces indicateurs, c'est pour une mesure plutôt locale. Moi, je vois aussi en fait une autre façon pour mesurer ou quantifier la santé du PUI, c'est de se positionner aussi par rapport aux autres PUI existants au niveau national. Et de cette façon-là, en fait, on va pouvoir justement rectifier éventuellement, en fait, c'est-à-dire les objectifs, et puis en fait optimiser un petit peu tous les paramètres de notre PUI. Voilà, en fait. Une quantification plutôt locale et une mesure locale et une mesure aussi au niveau national. Si j'étais hypocondriaque, je passerais mon temps à voir mon médecin qui s'appelle l'État. Oui, je ne suis pas hypocondriaque. Mais l'État va peut-être me rendre hypocondriaque dans la manière dont il va me demander de faire des visites régulières de médecine du travail pour vérifier que je suis en bonne santé. Et donc, de façon plus sérieuse, donc, il y a un suivi quand même extrêmement important qui est fait par l'État. Pas d'ailleurs uniquement que sur la base des indicateurs. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire, mais ce n'est pas quelque chose qui est suffisant. Il y a beaucoup de dispositifs, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais il y a beaucoup de dispositifs qui permettent de suivre les PUI et de vérifier qu'on ne fait pas fausse route, qu'on n'a pas une mauvaise trajectoire. Et puis après, il y a la thérapie de groupe dont Amine a parlé. Ce qui est extrêmement important, et c'est vraiment des très très bons dispositifs, et c'est très enrichissant, l'État, mais depuis le lancement du projet, hein, c'est-à-dire avant même que les lauréats soient identifiés, organise régulièrement des rencontres inter-PUI. On a eu une très très belle journée au ministère
au début du mois de février. Et pour reprendre aussi la réponse à la question sur les plateformes, ce qui est assez intéressant, c'est que quelques porteurs de PUI, à chaque fois 4 ou 5, sont venus nous présenter des actions très très concrètes. On n'était pas vraiment dans l'incantation, on était vraiment dans l'action concrète et quotidienne et qui parle vraiment aux chercheurs, qui parle vraiment aux collectivités, sur la question par exemple des plateformes, et il y a des très très bonnes pratiques qu'on peut être amené à partager, et puis également sur la question de la sensibilisation, et en particulier, ça fait partie des éléments pour lesquels on a des actions sur le site, la sensibilisation des doctorants. On a eu également donc un très très beau partage d'expérience qui a été fait, et donc la question qu'il faut qu'on se pose à chaque fois qu'on a ces réunions-là, c'est est-ce qu'on comprend ce dont il est question ou pas? Est-ce qu'on est des actions similaires ou pas? Est-ce que nos actions sont meilleures, moins bonnes ou équivalentes? Et puis s'inspirer les uns des autres. Et ce qui est très très intéressant, c'est que sur cet appel, et contrairement à beaucoup d'autres appels, l'État ne met pas les opérateurs en compétition les uns par rapport aux autres. Ça, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut continuer à faire. Nous sommes opérateurs de l'État. Merci beaucoup. Alors, je pense que nous avons terminé cette séquence de questions et de réponses. Derrière les questions se cachent souvent des suggestions. Et donc, nous appelons toutes les personnes qui ont posé des questions ou qui auraient peut-être voulu en poser à venir nous voir parce que nous avons besoin de vous, en fait. Voilà. Ce PUI, il est vivant, il est ouvert. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on puisse en discuter. Merci à tous. Il est temps. Une intervention des entreprises de